Hier soir, je faisais le montage de mon film D'un œil doigté. Et ce matin, très tôt, je me suis réveillé de mon rêve en me disant après coup, d'après coup. C'était mon anagramme de ce matin. Et il y a beaucoup de doigté, de le droit, etc. Bah, vous entendez? Alors? Il y a plein de coqs et de poulets ici. Ils se sont tus. Quand je parle, ils se sont tus. Alors, il vit en fait ces coqs pleins de poulets dans un endroit extraordinaire d'Istanbul, en pleine nature, avec une vue encore sur le Bosphore. Je suis dans les collines de Çamlıca. Il y a encore des maisons désaffectées, mais bien gardées avec les chiens et tout, parce que en fait la terre ici c'est très cher. Après la grande mosquée mausolée du président de la République, alors toutes les parcelles, ils sont complètement conquis. Toute la colline, il n'y a presque plus de terre. C'est la dernière terre. Je suis dernier homme sur la terre qui nous reste. Dernière terre. Il y a des abeilles aussi, je ne veux pas trop m'approcher. Il y a plein de cruches. Et c'est très intriguant, il fait beau. Et enfin, le calme. Il est un peu dérangé, le chien. Il a l'air assez sympathique, mais quand même, il est élevé pour ça. J'espère que les abeilles ne seront pas dérangées par ma présence. J'ai trouvé quelque chose comme un parloir, très bizarre. Ben, les visiteurs ou les habitants avant moi, qui sont venus avant moi, en fait, ils avaient l'œil doigté d'un goût exquis parce que il avait un certain goût. Ils avaient fait de meilleurs choix, si vous voulez. On aime apparemment les mêmes endroits. Je ne les connais pas du tout, mais il y a une certaine affinité quand même. Il faisait peut-être du parloir le soir. Moi, j'aime la matinée. Ah, il y a beaucoup d'abeilles. Tout à l'heure, je pensais à Michel-Ange. J'avais traduit l'un de ses poèmes, Les quatrains sur son propre destin. Alors, il écrivait dans ses temps de vieillesse, quand il était déchu, chassé des tables des rois et des nobles. Voilà, d'une part, on a une affinité avec Michel-Ange, mais d'autre part, en fait, je suis plus exactement sur la colline de Çamlıca, mais du côté de Çengelköy. Donc, je voulais aller plus directement à Çengelköy, sur les collines de Çengelköy. Parce que hier soir, on a parlé de Salacak, mais c'est très bruyant là-bas, donc je ne serai pas tranquille. Donc, je préférais sur la colline de Çengelköy. Je suis déjà dans un endroit encore meilleur. Peut-être ici, je peux rejoindre sur la colline de Çengelköy. Vous savez, en fait, j'ai fait une répétition générale de mes tournées d'antan, en fait. C'est une sorte d'anamnésis de Salacak déplacé à Çengelköy. Oui, de toute façon, il faut déplacer les questions dans des endroits plus tranquilles. On les revoit
on le repense. Et c'est ça, l'anamnésis, ça se fait non pas exactement de la même façon, c'est pas une répétition de l'identique, mais toujours en différent. Et pour différer, on est déjà différé dans le temps et dans l'espace aussi, pourquoi pas, on peut différer les questions, les traumas. Tout c'était bien sûr commencé avant trauma, c'est-à-dire il n'y avait aucune tragédie. Mais je marchais dans la ville, exactement le même itinéraire. Je commençais à partir de ce poème de Cigogne, c'est-à-dire Şarkulu Dergahı, donc Merdivenköy. Là, c'était des villages, petits villages. Donc, on pourrait facilement marcher en nature à partir de Merdivenköy. Je escaladais le colline de Çamlıca, Petite Çamlıca, Grande Çamlıca, et puis j'arrivais à Çengelköy pour voir le Bosphore, la mer en fait. C'était un voyage initiatique en traversant la montagne magique, arriver enfin à l'eau, au bord de l'eau. Véritable, le bord de l'eau, pour moi, c'est-à-dire le point final de trajet, ça sera à Beykoz. À Beykoz, derrière la rue, il y a un petit accès inconnu qui se donne à la mer. C'est une rue qui finit à la mer et évidemment c'est une impasse. Donc on sera très tranquille là-bas aussi et avec les sons de vagues en plus. Peut-être que je vais finir ma journée à Beykoz et puis je vais manger là-bas. Dans ces itinéraires effectivement répétés, dans les décades, je vois la transformation du fond en comble de la ville, mais je ne ferai plus une critique sociale, on peut le faire facilement et je vais me concentrer à mon voyage initiatique, mais en fait on était toujours étranger dans son pays, on est devenu encore plus étranger. Seule chose que demande qu'on me laisse être tranquille. Ici, ils ont l'air de se retirer dans leur maison ou dans leur boulot. Il y avait quelques personnages curieux. Comme c'était la fin du trajet du bus, c'était terminus. Donc, quelques citoyens étaient curieux de savoir où je vais aller. Ils ont regardé un peu, mais ils se sont retirés aussi. Le plus loin, à Istanbul, j'étais allé à Avcılar, terminus encore, c'est vraiment loin, mais c'était pas suffisant. J'étais allé encore plus loin pour voir mes origines balkaniques. Là, il y avait une petite habitation qu'on appelle Kırca, je crois. C'est comme Kırcalı. Là, dans le terminus, effectivement, tout le monde savait tout de suite que je suis un étranger. Je ne suis pas du quartier. Là, ils étaient vraiment curieux de voir quelqu'un de nouveau dans leur quartier, parce que c'était au bas fond d'Istanbul et tout était changé. Les couleurs de bus, des taxis, le grammage de pain, le prix, même les plaques d'immatriculation, numéro d'immatriculation des voitures, des bus, tout était devenu tout de suite bulgare. Il y avait des Bulgares dans les rues. Donc c'est vraiment étranger et c'était bien. C'était tranquille, il y avait une grande usine, énorme, d'électricité, des trucs comme ça, un appareil de bouton d'électricité énorme, et les autres, en fait, des gens modestes, très bas de revenus, et tout était immobilisé.
Oui, il y avait des jeunes, étaient curieux de voir quelqu'un de nouveau est venu avec un appareil photo et tout. Bon, ça fait déjà peut-être 4-5 ans. Mais ici, c'est différent, c'est quand même, on n'est pas dans le bas-fond d'Istanbul, mais on est juste au milieu, en face du pont de Bosphore, à Çengelköy. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de terre à bâtir, et, sauf la mienne, sous mes pieds. Et je n'ai pas envie de bâtir ici, mais m'installer un peu, un moment. Pendant la jeunesse, effectivement, c'était les soirées de poésie, des lectures de poésie à Çengelköy, à Salacak. Dans le matinée à Salacak, quand on s'est réveillé, on découvrait des livres dans le petit matin. Moi, je me réveillais toujours très tôt, avant tout le monde. On ne faisait pas de petit déjeuner, on sortait à l'extérieur, on faisait petit déjeuner. Comme à Çengelköy en fait. C'était fantastique cette soirée de poésie. Les gens qui ne se connaissent pas ou très peu, et ils invitent des gens qui s'intéressent à la poésie, ils les reçoivent chez eux. C'est fantastique. Et le matin, dans la matinée, on fait des petits déjeuners à l'extérieur. Et ça, cette histoire très générale, mais ça m'a fait penser à un écrivain tchécoslovaque qui écrivait, je crois, avec un français admirable. Peut-être qu'il s'appelait Hervé Gilbert. Non, c'est une autre chose, c'était un copain de Michel Foucault. Donc Prague, la vie de Prague et les petites communautés d'amis aussi, avant la chute du mur de Berlin, effectivement, c'était leur véritable demeurer en ami. C'est ça. Et Hervé Gilbert, je crois qu'il était ami avec Foucault. Dans son roman, je crois, ou bien il fait parler Foucault, ou il y a un morceau de Foucault. Là, il est question de son bureau de travail, Foucault, et il jette un regard par la fenêtre, il surveille l'un de ses voisins apparemment. Donc, il essaie d'écrire sur ce qu'il peut être son monde à lui, etc. Ça, il faut que je retrouve ce texte parce que c'est comme un truc qu'on ne voit pas, mais on interprète à partir de ses franges. C'est très phénoménologique et très conceptuel pour moi. Oui, on devine, mais on n'imagine pas tout à fait. Il y a une partie de la vérité, mais fuyant, c'est ça la phénoménologie de la perception et de l'entendement, à mon avis. C'est ce qu'il faut faire travailler toujours. L'autre côté des choses, nappe sur laquelle les choses s'étendent, cet horizon et les figurations sur l'horizon, les anagrammes. C'est ça mon affaire à moi. Par exemple, quand j'étais étudiant, je suis tombé à Ankara, et que je n'ai rien à voir. Et là, c'était beaucoup plus dur que Paris, en fait. J'étais dans un foyer d'étudiants. Là, ils se réunissaient dans la chambre de foyer et ils discutaient. C'est très rarement de la poésie. C'était les années de démolition avant le coup d'État de 1980. Donc, il parlait à peu près de la politique, mais il ne savait pas parler, mais il ne dormait pas, en fait. Il ne me faisait pas dormir. Moi, je dormais quand même dans un coin, mais il continuait à parler, fumer et tout. Moi, j'étais très, très jeune, là, plus jeune qu'eux, peut-être. Là, ils m'accueillaient, bien sûr. Enfin, on mangeait bien, parce qu'ils apportaient des choses à manger de leur pays.
Moi, je venais d'Istanbul à Ankara, c'était tout à fait renversé. Et donc, je suis parti d'Ankara sans finir mes études, bien sûr. Et là, j'ai commencé à marcher à Istanbul comme Arthur Rimbaud, sans connaître la démarche de Rimbaud. Là, j'ai découvert tout en marchant dans la solitude, en plein air, en grand air. Donc, je comprends très bien, en fait, cette forêt noire, Freiburg, silence, etc. On a besoin dans notre jeunesse, et quand on est vieilli, on a besoin, donc, pour se rafraîchir. Rafraîchir, oui. N'oublions jamais que c'est Nietzsche qui a dit qu'il ne faut pas se fier à des idées qui ne viennent pas en marchant. Donc, les idées viennent de pied, ça, il ne faut jamais oublier. C'est une sorte de tonalité fondamentale de notre corps. Nos pensées, c'est la tonalité fondamentale. Et donc, une Stimmung, une Bestimmung du corps. Donc, la voix du corps, Stimme du corps, la pensée. Et je chantais aussi, hein, il ne faut jamais oublier que j'ai une voix un peu bête, que je n'aime pas en chantant. Et à l'époque, je m'exerçais dans le chant au sens citrique du terme, donc les arias, les petits morceaux. Je ne sais pas si j'étais baryton, alto, j'ai cherché ce que j'étais en fait, ma voix, j'ai cherché ma voix, c'est ça, la vocation, la voix, on cherchait la vocation. On ne sait pas si on a trouvé, mais c'était ça, destin. Bestimmung, détermination fondamentale, c'est avec la recherche. Stimmung. C'est ça la leçon qui nous a donné cette langue fantastique, qui est allemand, qui est français, et aussi anglais, arabe, persan, et aussi turc, et grec, latin, c'est ça. Donc le cinéma, ce fut mon salut en fait, en cherchant ma vocation, et j'ai découvert beaucoup de choses, psychanalyse, philosophie, l'art, peinture, mais le cinéma c'était tout à fait inattendu. Je suivais les cours de cinéma à Cinémathèque d'Istanbul, dans les rues de Strasser-Villers, près de Taksim et tout. C'est fondé ou dirigé par Onat Kutlar, Atilla Dorsay, mais mon prof à moi, en fait, de notre petite communauté amateur, c'était Üstün Barışta. Mais on a eu une histoire de l'art, du cinéma, une biographie complète. On est écrasé, j'étais dit, oui, c'est ça. Il avait fait ses études à Italie, dans une école près de Cinecittà, quelque chose comme ça. Donc il savait italien, français, il connaissait la littérature. Et surtout, ce qu'il nous a donné comme biographie en français, cette liste de livres, c'est depuis toujours je suis à la recherche. Enfin, quelques noms, Pascal Bonitzer, Christian, etc. Bon, j'ai oublié le nom, mais en fait, c'était théorie du cinéma. Effectivement, Dizga Vertov, Eisenstein, ça vient de là. Tout mon style, toute ma méthodologie, toute recherche de soi, toute véracité, c'était fondé dans cet âge de 18-19. C'était fondé en grande partie. Donc le cinéma a commencé à Istanbul, comme un recommencement d'Istanbul, comme je suis istanbuliote, exilé à Ankara et redevenu Istanbul et compris sa valeur et tout, eh bien c'était un devenir derviche. Donc
En français, Darius errant, oui, c'est pas Darius tourneur, je n'aime pas tourner, mais errant. Darius errant, c'est fondamental. Darius tourneur, oui, c'est une autre métaphysique, mais Darius errant, c'est fondamental. Et là, effectivement, c'est non pas à Istanbul, mais à Antalya, à Side, que j'ai trouvé le repos en tant que Darius errant, et pendant le tournage, que je confesse, bien sûr, dans ce film que je finis ce matin, qui s'appelle L'autre cinéma. Out, le mot out, je n'arrive pas à traduire en français, mais c'est une sorte d'abord deuil, bien sûr. C'est une deuil chanté, c'est une chanson de deuil, c'est une hymne pendant le deuil. Donc c'est une, comme chez Finnegan's Wake, c'est une wake, c'est la nuit blanche, mais en chanson, ou en parole, bien sûr, c'est pas chanson, un out. Oui, et dans l'Anatolie profonde, on chante en fait dans la maison de mort, ce qu'on chante dans la maison de mort. Mais qu'est-ce que c'est en français? C'est pas une incantation, un souvenir, on peut expliquer, mais il devrait y avoir une traduction. Non, peut-être que ça n'existait pas. Il n'y a que des pratiques de veille devant le mort. Après la mort, il y a pratiques de deuil chez les orthodoxes, catholiques, etc. Mais cette art, c'est avant tout, c'est en parole. Donc, c'est même une production libre d'une chanson. En général, c'est la femme qui chante comme ça spontanément. Elles commencent à faire une haute après la mort de leurs enfants, de leur mari, surtout quand il s'agit de morts tragiques. Non pas après le décès normal, jamais, 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 à ma connaissance, jamais. C'est la tragédie, c'est une chanson de tragédie. Je ne dirais pas que c'est un Trauerspiel, mais c'est le commencement même de Trauerspiel. Rien de baroque, c'est très intime, c'est très sincère, et la femme qui commence à chanter avec une poussée irrésistible, sans savoir chanter, sans savoir les paroles, elle répète la plupart du temps les lieux communs, ce qu'on dit après la mort de quelqu'un, mais elle commence à individualiser son chant, et elle commence à réciter sa vie intime avec lui, avec son fils, avec sa fille, qui n'est pas mariée avant le mariage, surtout, n'est-ce pas, pour les filles, la mort précoce. Avant le mariage, avant le nuptial, c'est la tragédie. C'est la tragédie, c'est vrai. C'est vrai. Après le nuptial, si un jeune marié meurt pendant l'accouchement de son premier enfant, c'est encore la tragédie, bien sûr. C'est ça, Out, c'est pour la mort inattendue. Inattendue, et c'est complètement basé sur la parole, c'est complètement une façon d'individualiser sa liaison avec le disparu, et dans une encore canon, parce que la manière de crier, c'est pas un chant finalement, on crie, c'est une manière de gémir, c'est une manière de gémir. J'espère qu'hier soir je n'ai pas gémi. J'ai parlé parce que j'avais arrêté à moitié la montage de mon film L'autre cinéma, parce que c'était trop, c'était pas trop long, mais pour moi c'était trop. Et 20 ans, 30 ans, etc. Vous allez voir en fait les années, l'escansion de ce film, c'est énorme. Donc,
on est venu à ça, c'est à partir d'Antalya. Même, je citais le nom, cité ancien, cité antique, on peut même dire cité antique. On était en plein amphithéâtre antique de l'ancien cité. Bon, ça fait déjà un anagramme bizarre, cité de cité. Pour moi, c'est une Cinecittà, c'est-à-dire la vie ouverte pour le cinéma. La ville ouverte pour le cinéma. En tout cas, à ce moment-là. Et c'est marqué. C'était une fondamentale. Bestimungu. C'était un stimungu fondamental. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux pour la première fois. Mais un cinéma qui fait tomber amoureux, une théorie du cinéma qui nous permet, qui nous rend perméables pour l'amour. Alors là, quelle théorie, alors, quelle pratique, quelle théorie pratique, mon Dieu. Là, il y a une expression de crier dans les puits, crier au puits. Si on ne peut pas dire à quelqu'un dans une société, on dit, dans notre culture, va crier ton douleur dans un puits que personne n'entend. On croit que le puits absorbe la voix. Mais à mon avis, j'ai essayé ça à Kaş, en italien encore, mais le puits, ça renvoie la voix, ça absorbe pas du tout. Ça renvoie, ça élargit, ça devient un volume énorme, et là, on n'a pas envie de crier, mais parler vraiment, et chanter, parce que ça fait chanter un puits, un véritable puits profond, ça nous, il nous écoute. Vraiment, c'est comme écho, oui, c'est pas dans le sens technique du terme écho, mais au sens mythologique, c'est l'écho, c'est évidemment Narcisse, écho. C'est une expérience de conscience de soi primitif, archaïque, et toujours vivant. Il faut que je trouve des puits pour parler. C'est ça, en fait, ce que je fais, je suis en train de faire, parler à une magnétophone, mais au fond, je parle à un puits profonde, sans volume, sans étendue, sans une forme. Et je suppose que ça revient à moi en différent si je le réécoute en film, en image, ça revient. Et ça va aussi à tout le monde et à ceux qui veulent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écouter quelqu'un, mais quand on est prêt et quand on a besoin d'écouter d'un témoignage, et là, sur le réseau, on peut trouver, il faut que ça reste dans une archive hypothétique. Hypothétique, c'est-à-dire n'est pas à l'usage immédiat, mais quand on a besoin, oui, dans le monde possible. Il faut que, comme disait Jean Baudrillard, toute cette information excessive sur le réseau, ça va jusqu'à l'espace cosmos, mais finalement, c'est pour les générations à venir, quand ils auront des besoins, peut-être que ça ne sera pas lieu, mais quand il y a un lieu, pour qu'il y ait un lieu, pour qu'il y ait avoir lieu, du lieu, pour qu'on revit encore, pour qu'on un lieu reste un lieu, comme Cora, c'est-à-dire que tout simplement, quand le monde
aura besoin de se rafraîchir et sera à la recherche d'un véritable lieu, un positionnement véritable dans la vérité, là, le monde aura besoin d'un tas de choses infinies, comme j'ai eu besoin de tas de choses infinies, c'est-à-dire les instruments, tout ce qu'il faut, comme palette, comme les couleurs, comme les ustensiles, comme les œuvres. Là, ils auront besoin des exemples. Hier soir, en fait, à Haïdar Pachagar, je vous ai parlé de l'amour, je crois, en fait. Non, peut-être plus avant, je disais que un amour et tout. Bon, c'est un principe théorique, un amour, proximité de haine et d'amour. Mais par exemple, je n'ai jamais senti de haine à mon premier amour. Donc c'est une grande exception peut-être. Il n'a rien fait de mauvais, disons. Je n'ai pas teint. Et je disais que simplement je ne veux pas d'amour. Mais je précise maintenant, je ne veux pas amour au sens pathologique, au sens kantien du terme. Kant, sans savoir, il fait une distinction fondamentale et en jugeant que l'amour que nous connaissons, que tout le monde a l'air de connaître, il s'agit d'un amour pathologique. Alors, l'amour, ce seul amour que nous connaissons, c'est l'amour pathologique, c'est-à-dire lié à notre pathos. Oui, c'est indéniable, mais c'est le commencement. Et il nous propose, il nous oriente Kant vers un amour moral. Ça, il ne faut pas comprendre tout de suite ça comme un amour conjugal, amour fraternel, amour de sœur. Oui, il y a tout ça, c'est un grand apprentissage, tout ça, amour, c'est-à-dire affinité, toujours sélectif. Mais le mot un peu irritant, l'amour moral, c'est comme une père d'église qui parle ou une sorte de pasteur et tout. Non, c'est très profond. Il faut apprendre et ça prend du temps et c'est pas toujours réussi. C'est ça, seule réussite qu'on peut faire, c'est apprendre l'amour moral. Le nom, je sais que c'est un choix un peu bizarre des mots, mais ça se dit ce qu'il veut dire. Il faut sortir de cette pathologie, il faut en finir avec, il faut non pas avec Artaud, n'est-ce pas, pas seulement finir avec le jugement de Dieu, mais avec tous les jugements, avec tous les préjugés aussi, pour qu'il y ait une petite chance pour l'amour moral. C'est toute la philosophie. La philosophie veut dire l'amour, philein, affinité, l'amour, attirance pour le sophros. C'est clair, en fait. Les mots sont très clairs, mais nous n'entendons pas. Non, pas que seulement je n'ai jamais senti de haine pour mon premier amour, mais c'était une sorte d'archétype pour mes, disons, prochains amours à venir. C'était un archétype pour l'avenir. Mais c'est une question philosophique extrêmement importante. Comment quelque chose peut devenir archétype, ou bien quelque chose est archétype, d'une structure archétypale, ou bien il n'a pas d'archétype. Voilà, une question fondamentale à résoudre, très difficile. Est-ce qu'il s'agit d'un archétype, un type, une typos, qui préexistait avant l'amour? Parce que j'en ai parlé de la théorie, mais pas n'importe quelle théorie. Une telle théorie qui nous rend propice à un certain amour. Peut-être que amour moral, voilà. Et bien qu'il s'agisse de physique, bien sûr, en tout cas.
C'est pas obligatoire, hein? C'est pas du tout obligatoire dans l'amour moral, un amour physique, même sans pathologie. Oui, il faut distinguer aussi un amour physique, une attirance ou une affinité physique, un jeu d'amour mimétique, par exemple, qui reste dans la physique sans devenir ni pathologique ni moral, mais tout en restant moral, c'est-à-dire respectueux aux droits de personne, par exemple. Ça, il faut toujours distinguer, même dans l'amour. Quand on dit pathologique, comme il y a une série de cas illimités, déjà, il faut distinguer chaque cas, parce que pathos, c'est ça. Pathos est toujours singulier. On peut généraliser, c'est généralisable, c'est-à-dire il y a des grands ensembles de pathos, pathologie, mais amour moral, ou bien amour physique, ou attirance physique, ou jeu d'amour mimétique physique, ça il faut accepter aussi, c'est très mal à accepter, c'est fut très, très dur pour moi de comprendre sa nature, mais une fois qu'on élimine la pathologie, là il y a un champ découverte, un champ d'existence d'autrui au sens sartrien du terme. Voilà, je vais vous faire écouter un Sela authentique. Rien de dérangeant. Ça vient de loin, avec une voix très basse. Ça remonte. C'est qu'il y a quelqu'un est décédé. Là, je suis à Chamlija. Tous mes ancêtres sont enterrés ici, sauf mon père qui est à l'autre côté, a été nécapé, martyrdom. Mais déjà, en fait, quand les grands-parents sont venus en exil à Istanbul, de Balkans, de Géorgie, et ils ont eu une terre à Chamlija. Donc, première habitation, séjour, donc ce jour fondamental, c'était Chamlija. Ça vient du pain, enfin, le pain, l'arbre, le pain, parce qu'il y a encore de pain ici. Tout d'abord, l'amour moral dont je parle, ça s'apprend. C'est un long chemin. Mais il faut que moi, je critique maintenant moi-même. Ce que je veux dire, en fait, cinéma, c'est merveilleux, etc., un champ d'expérimentation. Mais il s'agit encore de la représentation et non du réel. Et j'ai parlé des communautés, des petites communautés, soit chez Bataille, Kolosovski, etc., soit à Chamlija, soit à Salacak, soit à Çengelköy, etc., et soit à Paris, soit à Prague. Donc, ce sont des soirées de poésie, de repos, d'intelligence, oui, mais une véritable communauté ne se résume pas à une représentation, à un échange de paroles, à mon avis. Oui, c'est très enrichissant et c'est fondamental même, mais un chemin à faire, ça se fait dans une communauté, dans une union ou dans un accompagnement. Il y a plein de modalités, il peut y avoir plein de modalités d'être en commun, mais il ne faut jamais oublier le côté réel des choses, c'est-à-dire mon concept essentiel, Arbeit, travail.
les rêves se travaillent, on fait travailler les rêves, mais le corps aussi. Le corps n'est pas seulement pour faire l'amour ou pour se promener en fait. Se promener, c'est une métaphore de aller et faire un chemin, avancer, être en recherche. Donc c'est un processus. Marcher, c'est un processus. Voilà, les idées qui viennent avec la marche, c'est le résultat séquentiel d'un processus. Mais ce qu'on a oublié avec l'oubli du communisme, c'est le travail. C'est le travail au sens de gagner, et non pas gagner, mais faire quelque chose, quoi, en fait. C'est pour ça qu'il faut encore régénérer la vie en commun, comme commune, c'est-à-dire les communards, communes, la vie commune, dans les jardins, dans le nettoyage. Voilà, ce que vous avez vu à travers mes petits films, surtout ce film-ci, et il y a des endroits encore fantastiques. Bien sûr, le capitalisme, la propriété privée ne nous permet pas à nous mêler à des choses communes, mais on peut commencer par exercice, et nettoyer en commun avec les études, avec la jeunesse, les lieux précieux pour nous. Si c'est précieux, il faut nettoyer, il faut garder propre, etc. Voilà. Résultat de mes propos, résultat politique et pratique de mes propos. La moindre chose qu'on puisse comprendre de ce que j'ai dit, c'est oui, être copains, amis, être ensemble, passer du temps, partager un espace, un lieu, et laisser le lieu propre, et travailler ensemble, et non pas gagner sa vie. La vie n'est pas quelque chose à racheter, acheter. On n'est pas dans le christianisme. Ou bien c'est déjà racheté. Nos vies sont déjà rachetées, nous sommes sauvés. Nous sommes ici dans une terre sauvée. La terre est déjà sauvée. Vous voyez, la terre nous appartient à tous, donc est déjà sauvée. Dans le cosmos. Il est sûrement extrêmement difficile pour un vivant, par exemple conscient comme l'homme, qu'il puisse comprendre qu'en ouvrant les yeux sur la terre, qu'il puisse comprendre qu'il vit dans une terre sauvée, choisie, rare, rarissime, peut-être unique. Effectivement, c'est ça, être gâté, ne savoir rien, être une petite contraction biologique, et un vouloir abstrait. Un être, n'importe quelle bactérie, n'importe quelle entité vivante, est d'une gâterie. On voit qui font la guerre, même les plantes, les animaux et les hommes, parce qu'ils sont gâtés, parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils sont, où ils sont. Et la terre, c'est pour ça prendre cet aspect de guerre, et non pas de repos. Et kinésis, c'est-à-dire la création non accomplie, nous oblige d'être en mobilité dans un processus. Création n'est pas accomplie, création continue. Et donc, si la création continue, mais dans cet épisode-là,
pour moi, par exemple, pour les vieux, création est finie, arrêtée. Donc là, on comprend qu'il faut sauver ce qu'on a laissé derrière. J'avais posé la question clairement, pourquoi la guerre, même pour Socrate, était vivacité. Oui, le processus, c'est pour nous réveiller de notre sommeil, pour nous réveiller de notre aliénation. Mais nous sommes déjà en repos, mais en conflit perpétuel. Et parce que aliéné, c'est-à-dire mauvaise conscience, c'est-à-dire nous connaissons mal nous-mêmes et les autres. Et selon la destination fondamentale, nous essayons d'acquérir un morceau de terre, etc. C'est devenu une sorte de mécanisme de conservation de vie, protéger, être indemne, isolé des autres, maximum intérêt, maximum appropriation. Toutes les religions parlent de cette mort fondamentale qui nous attend, mais ça s'arrête pas, ça arrête pas les choses. Donc il faut réapprendre toutes ces choses. Mais je parlais de la guerre, oui, la guerre est la vérité. Donc la vérité est difficile à supporter. Dans la guerre, oui, c'est Smith, je crois, a dit que la vérité, c'est la première victime de la guerre. Ça, il ne faut jamais oublier. Là, dans un moment de guerre, moi, je suis ici. Même maintenant, je suis un peu inquiet, et parce qu'il y a un car qui s'est arrêté, peut-être qu'il me contrôle, qu'il me regarde, et parce qu'il y a partout des drapeaux, donc il y a une défense nationale contre qui, je ne sais pas, mais il y a une électricité, etc. Il y a une atmosphère tendue. Non, pour moi, j'espère que ça ne sera pas contagieux. Et ce que j'ai dit, la guerre, pendant la guerre, si quelqu'un, dans une guerre civile, par exemple, quelqu'un, n'importe quel civil peut venir ici avec l'arme ou sans arme ou avec une arme cachée, peut me demander des choses qu'il ne peut pas demander pendant le temps de paix. Donc, il cherche la vérité, n'est-ce pas? Mais il cherche sa vérité. Il va me juger, il va m'exécuter, il va me faire enfermer, il va rapporter à ses amis, il y a plusieurs moyens maintenant, il va me photographier, il va m'enregistrer, et moi aussi, je m'enregistre, etc. Tu vois, les guerres futures, actuelles, sera différent. Pas seulement les armes. Parce que c'est une guerre qu'on ne voit pas, il est invisible. Il y a une guerre, mais qu'on ne voit pas, c'est invisible. Ça, il faut répéter mille fois ça. Où est la guerre? Où est la guerre? Là où il y a une kinésis, là il y a une mobilité, il y a la guerre. Mais en règle, apparemment, ce qu'on appelle la paix. Mais guerre désordonnée, sans règle, ce qu'on appelle la guerre véritable, on ne sait pas la guerre véritable parce qu'il y a plusieurs modalités. C'est ça. Mais, première parole, un dialogue, et s'avère de guerre aussi. Mais guerre cachée, retenue. C'est ça. Ce qu'il faut être en résolution ou en harmonie et dans l'état même de guerre. C'est ça, la guerre doit avoir un droit, droit, c'est-à-dire l'égalité, comme disait Kant. J'ai insisté dans l'un de mes films que c'est la preuve qu'il n'y a plus de l'égalité ou un droit dans la guerre, c'est qu'il y a des tribunaux de guerre. Bon, ça c'est à discuter.
comme nous sommes séquentiels, comme nous sommes aveugles, nous faisons d'abord guerre et puis tribunal de guerre. Et même pendant la guerre, il y a des tribunes, c'est-à-dire exécution sommaire. C'est cruauté. Exécution sommaire. Le mot exécution, c'est un mot légal, sommaire, c'est approximatif. C'est ça, ce qu'il faut remonter. Le droit, encore il y a une loi invisible qui nous règle et qui marche ou qui ne marche pas parfois. Mais ce qui ne change pas que nous sommes en guerre. Mais contre qui? Et tout le monde avec tout le monde. Père, enfant, mère et tout. Je suis perdu dans la forêt. Il y a des oiseaux étranges. Ce sont des perroquets d'hiver, tout en vert. C'est fantastique. Sur une pine ancestrale. Je compte 3, mais j'en avais déjà vu quand il neige. Il y en a plusieurs. D'où vient-il? C'est bizarre. Oui, on a vu tous les états de la propriété privée. C'est la conquête d'Istanbul, les lieux très riches. Et il y a partout des caméras de surveillance, mais j'en suis sûr qu'il n'y a pas de surveillants. Ce sont des caméras qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Même s'ils travaillent, ça tourne vite, à vide. Dès qu'il y a un événement, on va chercher bien sûr ce qui est enregistré dans une archive. Et impossible. Il y avait des oiseaux moqueurs et ils archivaient aussi. Les corbeaux, les chats, ils enregistrent dans leur tête. Trêve de la plaisanterie, on mange où? Là, ce sont des endroits rares qui est protégé par la richesse, par les caméras de surveillance, par les aisants. Et on peut conquérir avec terreur toute la nature. Voilà. Les poissons argentés. Un peu de pollution, pas. Vous avez 2 aisants, un seul là. Ça suffit. Là, ce sont des endroits rares qui est protégé par la richesse, par les caméras de surveillance, par les aisants. Et on peut conquérir avec terreur toute la nature. Voilà. Les poissons argentés. Un peu de pollution, pas. Vous avez 2 aisants, un seul là. Ça suffit. Là, ce sont des endroits rares qui est protégé par la richesse, par les caméras de surveillance, par les aisants. Et on peut conquérir avec terreur toute la nature. Voilà. Les poissons argentés. Un peu de pollution, pas. Vous avez 2 aisants, un seul là. Ça suffit.